sommes le 13 mars et vous êtes sur RTI 1. Merci de nous faire confiance pour l'information. Bienvenue. À la une ce soir, la visite du Premier ministre Patrick Achi à l'Institut Raoul Follereau dans le sud de la Côte d'Ivoire à l'occasion de la 70e journée mondiale des malades de la lèpre. Une maladie qui touche les nerfs, la peau et les muqueuses en provoquant des infirmités sévères. Elle n'est pas contagieuse. La Côte d'Ivoire s'est engagée à l'éradiquer. 27 entreprises françaises spécialisées dans les domaines de la sécurité et de la défense sont en Côte d'Ivoire afin de proposer des réponses en termes d'équipement et de formation. Pendant 4 jours, ces entreprises vont exposer. L'État ivoirien vient de faire un don de 1 million de dollars, soit 618 millions de francs CFA à la Turquie. Le pays est endeuillé depuis le 6 février dernier suite à un séisme qui a fait au moins 44 000 décès. Des milliers de personnes restent dans le besoin. La solidarité internationale est en place. Et puis le pape François qui célèbre 10 années de pontificat à 86 ans et avec une santé fragile. Il assure cependant qu'une rénonciation ne figure pas à son agenda pour le moment. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Dans la région de Lamé, c'est à Adzopé que le Premier ministre Patrick Achi a présidé la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la lèpre. La Côte d'Ivoire s'est engagée à éradiquer la maladie, elle est invalidante. La stratégie gouvernementale baptisée Zéro lèpre 2030 a déjà mobilisé environ 10 milliards de francs CFA auprès des bailleurs. Mahama Traoré revient d'Adzopé, son compte rendu. Adzopé, ville symbole de la lutte contre la lèpre en Côte d'Ivoire. C'est ici que la Fondation Raoul Follereau, avec son centre de soins, s'est établie depuis des décennies pour venir en aide aux personnes souffrant de cette pathologie. À juste titre que l'État de Côte d'Ivoire choisit cette cité pour commémorer la 70e édition de la Journée mondiale des malades de la lèpre, couplée à la 2e Journée mondiale des maladies tropicales négligées que sont l'ulcère de Bureli, la gale et la dermatose. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Patrick Achi est présent pour soutenir la cause des malades. Si jadis, la lèpre fut l'objet de rejet, d'assassinat et d'abandon des victimes par les familles et la société, il réside encore de nos jours la stigmatisation familiale et comportementale de la société. Maladie millénaire, la lèpre continue de sévir à travers le monde. Encore présente dans 120 pays, l'Organisation mondiale de la santé dénombre chaque année 200 000 nouveaux cas, dont 8 000 compliqués. En 2022, la Côte d'Ivoire a dépisté 484 sujets atteints, mais le pays s'est engagé avec le soutien de ses partenaires à éradiquer le fléau d'ici 2030. Grâce à la coordination du partenariat public-privé, nous avons pu réunir la somme de 86 millions de francs CFA pour la lutte contre la lèpre et l'ulcère de Bureli pour la Côte d'Ivoire, qui va couvrir les volets d'achat des médicaments et notamment les volets de prise en charge. Nous devons mutualiser nos moyens pour une lutte plus efficace et plus pérenne. La Côte d'Ivoire est, avec l'ensemble de ses partenaires, particulièrement bien placée pour atteindre ce challenge de zéro lèpre à l'horizon 2030, même si je pense que nous devons encore intensifier et accélérer nos efforts. Pour une meilleure intégration de nos malades, il nous faut lutter contre le rejet et la stigmatisation sous toutes ses formes à l'endroit de nos frères et sœurs malades pour leur redonner le sourire. Nous devons éliminer les obstacles qui empêchent les personnes touchées et leurs familles de vivre dans la dignité et jouir de tous leurs droits fondamentaux en tant que membres à part entière de notre société. Pour mener à bien sa stratégie Zéro lèpre 2030, le gouvernement a déjà mobilisé environ 10 milliards de francs CFA auprès des bailleurs. Et le chef du gouvernement d'annoncer que cette dotation va contribuer à changer la perception de la société sur les malades de la lèpre. Courage à tous ces malades guéris de la lèpre, qui doivent quelquefois encore et encore lutter contre les obstacles de la suspicion des uns et des autres pour s'insérer dans la vie. Dans la logique de cette année
chef de l'État a voulu qu'il soit l'année des jeunes, qu'il sache que des programmes spéciaux seront mis en place pour les assister et les aider à s'insérer dans la vie afin de mener comme tous ceux qui l'aspirent une vie décente. Alors oui, ensemble, agissons. Ensemble, agrandissons la vie. Ensemble, achevons le combat millénaire contre la lèpre. C'est possible, c'est maintenant et c'est notre responsabilité. Notons qu'avant de prendre part à cette cérémonie, Patrick Haché a rendu visite aux malades de la lèpre, pensionnaires de l'Institut Raoul Follereau de Côte d'Ivoire. Direction donc l'Institut Raoul Follereau de Côte d'Ivoire, où le Premier ministre a effectivement rencontré les malades de la lèpre. Mahama Traoré. À une quinzaine de kilomètres d'Adzopé se trouve l'Institut Raoul Follereau de Côte d'Ivoire. Ouvert depuis 1943 avec une capacité de 172 lits, cet établissement a pour mission de soigner les formes compliquées de la lèpre, pathologie causée par une bactérie et affectant principalement la peau, les yeux, le nez et les nerfs périphériques. Lorsqu'on fait le diagnostic tôt, au stade de taches insensibles, aussi bien à la douleur qu'à la piqûre, le malade guérit sans séquelles. Il faut qu'on détecte tôt pour éviter justement qu'il y ait des formes compliquées, donc qu'ils aient recours à l'Institut Raoul Follereau. Contagieuse, la maladie de la lèpre peut mettre entre 5 et 20 ans pour se manifester dans l'organisme de la victime. S'il est possible d'en guérir, après des mois ou d'années de traitement, sans séquelles ou non, la réinsertion sociale reste une énigme. Même remis et déclaré non contagieux, les ex-malades sont bien souvent l'objet de stigmatisation. Le lépreux, il faut le prendre comme tout le monde. Et même au jour d'aujourd'hui, puisque la maladie se guérit, il y a des malades qui guéris qui sont avec nous, mais on ne le sait pas. On va les introduire dans tous les programmes pour qu'ils soient des agents pour le zéro lèpre en Côte d'Ivoire. Donc on aura besoin de tout le monde. Ce sera pour eux une activité qui pourra aussi leur permettre de se valoriser dans la société. En cette journée mondiale des malades de la lèpre, le chef du gouvernement s'est rendu à l'Institut Raoul Follereau de Côte d'Ivoire. Malgré leur handicap, les pensionnaires ont réussi l'exploit de concevoir des œuvres artisanales que découvre avec admiration le Premier ministre. Si Patrick Haché est aussi là, c'est pour apporter la compassion de l'État à ses victimes et surtout leur adresser un message d'espoir de la part du chef de l'État. Traverser les épreuves que vous avez traversées, ce n'est pas quelque chose de facile à la vie de tout le monde. Mais vous avez fait preuve de courage, d'endurance et de résilience. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme guéri. Vous avez la capacité maintenant d'entrer dans la vie et de vous insérer. Et notre rôle, c'est de vous aider à vous insérer. Nous serons là, à côté de vous, côte à côte, pour marcher ensemble sur le reste du chemin que vous aurez à parcourir. Je voudrais également vous féliciter pour toutes ces œuvres que vous avez réalisées, que nous vous aiderons à commercialiser et ainsi vous permettre également de pouvoir vivre, comme je l'ai dit, décemment. La Côte d'Ivoire s'est fixée pour objectif majeur d'éradiquer la lèpre d'ici à 2030. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, 27 entreprises françaises spécialisées proposent à la Côte d'Ivoire des opportunités et des réponses en termes d'équipement et de formation. La cérémonie d'ouverture de l'exposition sur la thématique sécurité et défense avec Amadou Ouattara. Bienvenue à la première édition de Délégation d'affaires de sécurité et défense. Sont faites des présentations d'équipements et services par des entreprises françaises. Du 13 au 16 mars 2023, ces potentiels partenaires de la Côte d'Ivoire proposent d'accompagner le pays dans sa quête de renforcement de la protection du territoire, des citoyens et de leurs biens. 27 entreprises françaises qui sont venues présenter les solutions qu'elles sont amenées à proposer pour les forces armées et de sécurité de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est une manifestation qui est organisée par la Banque publique d'investissement française. L'objectif est d'abord et avant tout effectivement de proposer des solutions, mais ces solutions doivent être accompagnées de formations, de moyens pour entretenir les matériels. L'objectif est bien de disposer de capacités opérationnelles pour les forces de Côte d'Ivoire.
À cette activité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, accompagné de plusieurs officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. En première ligne sur les services proposés, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Au nom de son Excellence, M. Patrick Kachi, Premier ministre de Côte d'Ivoire, bienvenue en terre ivoirienne. Ces échanges devront renforcer la collaboration entre les industries françaises de l'armement et les forces armées de Côte d'Ivoire pour faire face aux enjeux sécuritaires sur notre territoire et à nos frontières. Je souhaite des discussions franches, sans tabou, qui déboucheront sur des offres pertinentes, une flexibilité d'exécution et d'adaptation au contexte sécuritaire souvent versatile. Pour cette journée, les démonstrations d'utilisation d'équipements ont édifié les visiteurs. Plus de 44 000 personnes ont péri en Turquie suite au violent séisme du 6 février dernier. Comme tant de pays à travers le monde, la Côte d'Ivoire fait preuve de solidarité envers le peuple turc. L'État ivoirien vient de faire un don de 1 million de dollars, soit 618 millions de francs CFA à la Turquie. Laure Goretti et Didier Nguessan. 618 millions de francs CFA, soit 1 million de dollars offerts par la Côte d'Ivoire à la Turquie en guise de solidarité et de compassion au peuple turc après la série de séismes enregistrés en février dernier. Les tremblements de terre dans le sud-ouest de la Turquie ont fait des dizaines de milliers de morts. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui entretient des relations d'amitié avec votre président, son Excellence, le président Erdogan, n'a pas voulu rester en marge de la grande solidarité agissante au niveau mondial. Ainsi donc, le président de la République a décidé d'apporter sa contribution d'un montant de 1 million de dollars, environ 618 millions de francs CFA, à son ami et frère, le président Erdogan, au peuple turc et à l'ensemble du pays. Une démarche saluée par l'ambassadrice de la Turquie en Côte d'Ivoire, Denise Erdogan Baril. On a vécu une catastrophe le 6 février dernier. On a eu plusieurs de fortes puissances. Et on a perdu plus de 50 000 personnes. Le gouvernement ivoirien a fait ce don. Et nous sommes très touchés et très reçus avec compassion, avec beaucoup de sentiments qui traduisent maintenant vraiment ma voix. La Turquie et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations. Leur coopération s'étend à plusieurs niveaux, notamment au plan économique, sanitaire, éducatif et sportif. Excellente relation également entre la Côte d'Ivoire et la France. En économie, le C2D3 est doté d'un budget de plus de 750 milliards de francs CFA. C'est le dernier mécanisme d'investissement liant la France à la Côte d'Ivoire. Ce contrat de désendettement et de développement est examiné par plusieurs partenaires locaux depuis ce matin à la primature. Une revue sectorielle afin de discuter des avancées et également des limites des différents projets engagés. Franck Quadio. Le contrat de désendettement et de développement C2D, mécanisme d'investissement de la France en Côte d'Ivoire, est chaque année, et ce depuis 2012, examiné par les parties prenantes lors de la revue sectorielle des projets. Et la rencontre de ce lundi matin s'inscrit dans le contexte du démarrage effectif du troisième et dernier C2D. Donc, le contrat a été signé en octobre 2021 entre la Côte d'Ivoire et la France. En 1 an et demi, 4 projets ont déjà été instruits et signé à hauteur de 238 milliards de francs CFA, soit déjà près d'un tiers du montant global du troisième C2D. 2 nouveaux projets du troisième C2D ont été validés par le conseil d'administration de l'AFD en décembre 2022 et seront signés à la fin de ce mois
à l'occasion de la visite en Côte d'Ivoire de la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie. Il s'agit du projet de valorisation des aires protégées fixé à 15 milliards de francs CFA et du programme jeunesse, emploi et engagement citoyen de plus de 50 milliards de francs CFA en lien avec l'année 2023 décrétée par le président de la République, année de la jeunesse. Ce CDD3, notons-le, porte sur un montant total de plus de 750 milliards de francs CFA et est dédié à 9 secteurs d'intervention que sont entre autres l'éducation, la santé et l'agriculture. À cet égard, la revue sectorielle nous permettra de formuler des recommandations concrètes et des axes de remédiation afin de garantir une utilisation efficiente et plus rapide des fonds restants à décaisser. 4 jours de travaux donc pour produire un document final. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, Adama Coulibaly, ministre de l'Économie, attendent beaucoup des travaux des différentes commissions techniques. Les interventions seront davantage orientées en faveur du soutien à la population en âge de travailler. Le gouvernement entend profiter du dividende démographique grâce à des investissements et des réformes qui induisent le développement et font reculer davantage la pauvreté. 9e revue sectorielle donc depuis 2012. Au ministre Adama Coulibaly d'ajouter que depuis le premier CDD en décembre 2012 à hauteur de 413 milliards de francs CFA et du deuxième contrat de 738 milliards de francs CFA en décembre 2014, toutes les ressources sont engagées avec la signature de 29 conventions d'affectation, dont 14 pour le CDD 1 et 15 pour le CDD 2. Total des 3 CDD, 1902 milliards de francs CFA. 3 secteurs d'activité du CDD méritent une attention particulière. Il s'agit des secteurs de la santé, de l'éducation et du développement territorial. Les orientations stratégiques de ces secteurs consistent à relever les revenus en milieu paysan et à accroître les offres de santé et d'éducation grâce à des constructions d'infrastructures de santé et de formation de base, ainsi que l'appui à l'économie rurale dans 8 régions du pays. Le rapport annuel du CDD3 est attendu pour le mois de mai. On va s'intéresser à la condition de la femme en Côte d'Ivoire. C'est au siège de l'ONU à New York que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a participé à un dialogue interactif avec d'autres ministres en charge du genre dans le monde. Elle a présenté la politique nationale portant sur l'autonomisation de la femme et de la fille dans notre pays. Mamadou Kwasi. New York. Salle 4 du siège de l'Organisation des Nations Unies. Plusieurs ministres en charge du genre des pays membres de l'ONU participent au dialogue interactif sur les conclusions concertées de la 62e session de la Commission de la condition de la femme tenue en 2018. Une présentation nationale volontaire de la ministre Nassénéba Touré de CPR portait sur le thème « Défis et opportunités pour atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles rurales ». À ce niveau, le plan de mise à l'échelle d'un projet que nous avons depuis 2019, qui est celui de la création des usines des femmes de Côte d'Ivoire, qui permettra de réduire par la transformation les pertes post-récolte des filières vivrières. Il nous est apparu déterminant de donner à toutes les femmes et filles en milieu rural davantage de possibilités de faire entendre leur voix, d'exercer des fonctions de direction et de prise de décision. Par la volonté du président de la République, les femmes avec des parcours inspirants et connaissant les réalités de notre pays occupent des postes de responsabilité de premier plan au gouvernement central, dans les collectivités et dans les agences de développement. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant présente également les différents fonds pour accompagner les femmes, dont le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, coordonné par la première dame Dominique Ouattara. Un fonds qui existe depuis 12 ans, qui est aujourd'hui à hauteur de 50 millions de dollars et qui finance des activités génératrices de revenus des femmes. Et avec ce fonds, on a pu toucher directement 360 000 femmes qui, par ricochet, ont permis à 2,2 millions sur les 30 millions d'habitants vivant en Côte d'Ivoire de pouvoir avoir une autonomie et une stabilité. Nous avons aussi le Fonds Femmes et Développement logé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et des ONG. Avec ces ONG, ce sont plus de 2 millions de femmes aussi qui ont accès à un crédit à moindre coût.
Une tribune et des explications qui ont permis de féliciter la Côte d'Ivoire pour les efforts dans l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural. D'autres pays ont présenté des acquis axés essentiellement sur la transformation des produits des terroirs, mais beaucoup sont répartis avec la conviction de copier l'exemple ivoirien. Le pays fait aussi des efforts en matière de préservation de l'environnement. La Journée mondiale de l'environnement 2023 réunit 150 pays afin de trouver des solutions pérennes à la pollution plastique. Et c'est la Côte d'Ivoire qui accueille l'événement. Le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable a reçu symboliquement le flambeau qui fait officiellement de la Côte d'Ivoire le pays hôte. Didier Nguessan. Pays hôte de la 50e journée mondiale de l'environnement, la Côte d'Ivoire reçoit le flambeau de la part du système des Nations Unies. La célébration prévue pour le 5 juin prochain porte sur les solutions à la pollution plastique. Il s'agira de combattre la pollution en vue de basculer vers un mode de vie plus propre et plus écologique. Lorsque le plastique entre dans l'économie et les chaînes de production, il doit y rester. Et les articles en plastique problématiques et inutiles doivent être éliminés et remplacés par des options beaucoup plus durables et pratiques. Les Pays-Bas, exemple en matière de gestion des déchets plastiques, participent à la journée. Les Pays-Bas sont fiers de contribuer à cette journée mondiale en tant que sponsor et partenaire de la Côte d'Ivoire. Nous espérons que la Journée mondiale de l'environnement donnera un élan supplémentaire aux actions et aux solutions et aux pays qui n'ont pas encore rejoint cette coalition pour le faire, car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons vraiment lutter contre la pollution plastique. Chaque année, 400 millions de tonnes de plastique sont produites au monde. La journée va sensibiliser à la protection de l'environnement. En Côte d'Ivoire, avec l'agroforesterie, le gouvernement vise d'ici à 2030 recouvrer au moins 20% du couvert forestier. La Côte d'Ivoire, pour être en cohérence avec les nouveaux enjeux et défis, a engagé le processus de révision de son code de l'environnement avec des innovations majeures. Son adoption par le Parlement est prévue cette année. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a fourni de réels efforts au travers de la mise en œuvre de projets catalytiques en matière de préservation de l'environnement et de promotion du développement durable, dont les résultats lui permettront de faire baisser son empreinte écologique, de renforcer la construction de sa résilience climatique et de renforcer la conscience citoyenne. Plus de 150 pays participants sont attendus à Abidjan. Production laitière en Côte d'Ivoire, le projet de développement et de promotion de la production laitière ProLait a démarré à Ouangolo. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a donné le premier coup de pioche. Il s'agit là de réduire le déficit en produits laitiers à travers tout le pays. Béoumi, dans la région de Gbeke, le 13e chef du village a été intronisé. Il a reçu son arrêté de nomination en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et de celui des Ressources animales et halieutiques. Ces derniers ont salué la sauvegarde des us et coutumes à travers cette cérémonie traditionnelle d'intronisation. Soro Corona. Cérémonie traditionnelle d'intronisation et remise d'arrêté de nomination à Nana Djekwadjo II, nouveau chef du village de Béoumi. Par ces rituels et gestes, les autorités traditionnelles et administratives donnent quitus au 13e chef du village de Béoumi pour commencer son règne. Cette intronisation comble ainsi la vacance du pouvoir traditionnel du village fondateur du département de Béoumi. L'absence d'un chef n'est pas toujours souhaitable et aujourd'hui ce vide est comblé, c'est une très bonne chose. Le rôle du chef, c'est de faire en sorte qu'il y ait la cohésion entre les enfants de Béoumi. On attend de lui qu'il soit un bon chef à l'image du président de la République. Un chef qui est à équidistant des populations, de l'administration et j'allais dire de toutes les autres autorités. Et qu'il soit sage, c'est surtout ça. Cette cérémonie d'intronisation a rassemblé les cadres, les filles et fils du village, symbole de la paix et de la cohésion retrouvée. Occasion pour Saraka Adolphe, président du comité d'organisation des faits historiques du peuple codé en présence des 98 chefs du département de Béoumi. Plusieurs membres du gouvernement, représentant le président du Sénat et des cadres ont fait le déplacement.
Sidi Touré, fils de Béoumi, se félicite de voir l'ensemble des cadres de Béoumi réunis autour du nouveau chef. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a insisté sur la paix et la cohésion, préalable à tout essor. Soit rassembleur, soit le champion de la cohésion sociale dans le village et dans la ville de Béoumi. C'est à ce prix que la ville de Béoumi, qui a commencé sa véritable transformation sous la gouvernance du président Alassane Ouattara et grâce à ses actions de construction de la Côte d'Ivoire, poursuivra de façon irréversible son développement pour le grand bonheur des populations. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de la cérémonie. Kobena Adjoumani salue la valorisation des us et coutumes avant d'inviter à la cohésion. Chef, tu ne dois pas avoir de parti pris dans le cadre de la gestion de ta cité. Il faut les accepter tous, les rassembler, leur parler de cohésion, leur parler de paix. C'est de cette seule façon que nous pouvons atteindre nos objectifs de développement. Chers parents, c'est ce message dont je suis porteur. Le président Alassane Ouattara est en train de travailler pour toute la Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, le ministre Sidi Touré a fait don d'un véhicule à Nana Djekwadjo 2, une voiture pour faciliter sa mission de paix et de cohabitation pacifique dans le département de Béoumi. Dans la commune de Yopougon, zone ouest du district d'Abidjan, la communauté BT a décidé d'installer Alcide Djedje en qualité de chef suprême. Il annonce d'ores et déjà son intention de travailler pour la cohésion sociale. Générosa Kouadio et Godefroy Okambawa. Les chefs centraux, les femmes et les jeunes de la communauté BT du district autonome d'Abidjan sont tous unanimes sur le choix porté sur Alcide Djedje en qualité de chef suprême de cette communauté. En leur nom, Kifi Djina Decoster explique les raisons qui ont milité en sa faveur. Il n'est pas le plus grand cadre, mais c'est lui que Dieu a voulu que je choisisse. Il est disponible, il a un cœur qui parle. Nous sommes des faiseurs de paix. Nous allons là où il y a la paix. C'est pour cela que nous prenons des initiatives pour aller à la paix et à la réconciliation. Un pagne, un chapeau, un balai, une canne et une serviette. Ce sont là les attributs du nouveau chef suprême. Il compte œuvrer à la cohésion au sein des populations. Je connais cet homme, c'est un grand homme, c'est un monument. Donc je suis tout heureux que le ministre Alcide Djedje ait accepté d'être vraiment le chef des chefs. C'est-à-dire le porte-parole direct qui connaît les problèmes de la population et qui va servir vraiment d'interface entre les autorités étatiques et la communauté BT. Il s'agit d'être l'intermédiaire et faire les démarches de toutes sortes pour qu'il y ait la cohésion d'abord parmi la communauté BT et la cohésion entre la communauté BT et les autres communautés. Les populations de la région du Gord du district autonome d'Abidjan placent leur espoir en leur nouveau chef suprême, avec pour l'ambition d'œuvrer pour le développement de leur région et pour le bien-être des populations. Autre investiture, celle du nouveau président du COSIM, la section sud de Comoé. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a désormais un nouveau représentant dans la région du sud de Comoé. Il vient d'être investi par ses pairs. Sa mission, unir les fidèles et les appeler sur le chemin de Dieu en suivant surtout toutes ses recommandations. Parga se reconnaît. Ils sont venus du Ghana, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée-Conakry, du Sénégal, des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, mais surtout des différentes localités de la région du sud Comoé. Leur présence prend part à l'investiture du nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM de la section du sud Comoé. Pour l'occasion, Imam Moussa Dramé, le président investi, a reçu ses attributs de guide, le Saint-Coran, la canne de commandement et son certificat d'investiture des mains de Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM. C'est une responsabilité. Je demande les bénédictions et les prières de mes pères, car j'en ai vraiment besoin
pour pouvoir vraiment conduire le navire islamique. Quand Dieu vous appelle pour quelque chose, et ça se passe de cette manière-là, et nous prions Allah le Tout-Puissant d'avoir la main sur lui et de le guider. Nous avons été satisfaits parce qu'il y a une grande mobilisation. C'est l'occasion pour lui de mettre en pratique ce qu'il a toujours appris. C'est d'être juste, d'être équitable, d'être rassembleur, d'être généreux. L'investiture du nouveau président du COSIM du Sud Comoé a trouvé l'adhésion des autorités administratives et coutumières, mais aussi des élus et cadres de la région. Ça a été une cérémonie d'intronisation, vraiment marquée de beaucoup de prières, beaucoup de spiritualité. Vous avez vu les populations qui sont déplacées. Vraiment, ça avec beaucoup de joie qu'au Sud Comoé, nous accueillons notre nouveau chèque. Je suis particulièrement honoré du choix porté sur ma modeste personne à l'effet d'assurer le patronat de cette cérémonie qui rassemble non seulement l'ensemble des fidèles musulmans de la région du Sud Comoé, mais aussi les autres communautés religieuses. Après son investiture, l'imam Moussa Dramé et le président du COSIM ont fait un tour d'honneur afin de bénéficier des prières et des bénédictions de parents, de fidèles et de guides religieux qui, pour la circonstance, ont effectué nombreux le déplacement. Des prières et des bénédictions en vue de lui permettre de réussir sa mission. Cheikh Imam Moussa Dramé remplace à ce poste Cheikh Adjatou Sanogo, rappelé à Dieu en décembre dernier. Aujourd'hui, 13 mars 2023, le pape François célèbre ses 10 années de pontificat. Il promeut fortement une synodalité qui consiste à écouter la base des catholiques. Et il est le premier souverain pontife sud-américain. Et il pourfend régulièrement les dérives autoritaires et aussi les attaques contre l'Église, y compris sur son continent d'origine. À 86 ans et avec une santé fragile, il assure qu'une rénonciation ne figure pas pour l'instant à son agenda. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous avec grand plaisir demain, toujours à 20h et toujours sur RTI 1. Bonsoir.